Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur la modélisation des impacts économiques et organisationnels donc dans le cadre des produits de santé et du parcours de soins hospitaliers. Donc le webinaire s'intitule Des données primaires à la prise de décision, donc comment optimiser sa modélisation économique et organisationnelle. Et je passe la main à Alexandre pour une rapide introduction. Ouais, non, donc ravi de vous accueillir, même à distance. Donc, moi, je suis Alexandre Machtok, donc je suis un des fondateurs d'EVA. C'est un webinaire qui nous tenait à cœur, mais on l'a un petit peu retardé. Donc, bon, on fait de la modélisation depuis toujours, mais on voulait vous montrer, c'est dans l'ADN d'EVA depuis 20 ans, toute la data visualisation et l'interactivité de ce type de modèle pour les rendre user-friendly, pour utiliser un mot bien français. Donc, voilà, donc on voulait pouvoir vous présenter des exemples concrets. Donc, c'est des modèles qui prennent un peu de temps. Donc voilà, donc l'équipe va vous présenter tout ça. Donc, bienvenue et bon webinaire à tous. Merci. Pour le déroulé rapide du webinaire, donc dans un premier temps, on va vous rappeler les principes un petit peu de base du financement du système hospitalier, qui sont vraiment un petit peu le cœur et ce pourquoi est-ce que derrière on a besoin de cette construction de modèle. Donc dans un second temps, on verra un peu les défis qui peuvent être liés à ce financement. Dans un troisième temps, on verra comment construire au mieux un modèle d'optimisation. Et puis, on verra dans un dernier temps quelques exemples et cas concrets pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut correspondre. Donc, le financement du système hospitalier. Donc, un petit rappel sur comment est financé le système hospitalier. Juste peut-être petite précision donc, par rapport au scope de financement dont on parle. Ici, on va vraiment parler du financement de tout ce qui va être de la tarification à l'activité. On exclut volontairement d'autres enveloppes comme les enveloppes mairie, les expérimentations qui peuvent apporter des sources de financement un petit peu annexes. Là, on se concentre vraiment sur le focus tarification à l'activité, qui est vraiment le gros aujourd'hui de la rémunération à l'hôpital et un petit peu le cœur du fonctionnement du système. Globalement, quand un patient va arriver à l'hôpital, donc il va venir pour un certain motif, et en fonction donc du motif de venue, on va pouvoir avoir différents modes de prise en charge qui vont exister. Et ces différents modes de prise en charge, ils vont dans un premier temps imputer un certain nombre de coûts pour l'établissement. Donc, ça va être par exemple des coûts de personnel, des coûts pour le matériel, des investissements, des coûts pour les médicaments qui pourraient aussi être délivrés pendant le séjour et administrés. Et puis aussi, on va avoir donc des frais administratifs et des frais de fonctionnement donc qui vont permettre le bon fonctionnement de l'hôpital et puis le bon déroulé de la prise en charge du patient pendant son séjour. Et donc, en face de ces coûts, vous allez avoir des revenus, donc deux types de revenus principaux. Le premier, ça va être des revenus qui vont être liés aux hospitalisations. Et puis, quand le patient va plutôt venir pour des examens, des imageries ou des consultations, dans ce cas-là, on va pouvoir avoir une facturation d'actes et de consultations, donc à l'assurance maladie, qui va permettre de rembourser les examens que serait venu faire le patient. Donc, ces modes de prise en charge, il y en a vraiment deux principaux. Soit vous avez un patient qui vient pour une hospitalisation. Alors, une hospitalisation, ça peut être deux types. Soit c'est une hospitalisation de jour, donc votre patient il vient moins d'une journée à l'hôpital, ou ça peut être une hospitalisation complète. Donc là, vous avez un patient qui passe plus d'une journée avec une nuit dans l'établissement. Et puis, dans un second temps, vous pouvez aussi avoir des actes et des consultations externes. Donc là, c'est ce que je disais, le patient qui vient pour un examen, pour de l'imagerie, pour voir son médecin. Et donc derrière, ça va pouvoir donner lieu à deux types de financement. Les hospitalisations qui vont être facturées avec de la tarification à l'activité. Donc voilà, vraiment, on va avoir des séjours qui vont être rémunérés, codifiés, qui vont être rémunérés par l'assurance maladie. Et puis pour les actes, vous allez avoir une liste de classification d'actes. Et donc chaque acte va être associé à un tarif particulier qui derrière va pouvoir donner lieu à un remboursement. Petite précision, sans trop rentrer dans les détails, mais vous avez une petite différence entre le public et le privé qui est liée notamment aux actes CCM. Quand vous avez un séjour, une hospitalisation dans le privé, le praticien va pouvoir coder en plus les actes CCM dans les séjours pour la tarification, ce qui n'est pas le cas dans le public. Pour entrer un petit peu plus dans le détail donc, de cette tarification à l'activité, et comment fonctionne un petit peu la tarification des séjours. Quand vous avez un patient qui vient à l'hôpital, vous allez en fait avoir à la fin de son séjour ce qu'on appelle un résumé de sortie standardisé, le RSS, qui est en fait un petit résumé qui va contenir un ensemble d'informations médicales et administratives sur pourquoi le patient a été à l'hôpital.
quels étaient les diagnostics, quels actes est-ce qui ont été réalisés, quelles étaient les caractéristiques du patient, la durée de séjour et ainsi de suite. Et donc, ce résumé-là, derrière, va être utilisé pour coder ce qu'on appelle un groupe homogène de malades, un GHM. Et donc, ce GHM, en fait, vous avez un manuel de codage, un gros volume, qui derrière va permettre de traduire un RSS en un GHM. Et donc, en fait, l'objectif du GHM, ça va être d'obtenir un petit peu à la fin du séjour d'un patient, ça va être un peu comme un code barre, ça va être un code qui va vraiment permettre de décrire quelle a été la prise en charge du patient à l'hôpital. C'est un code qui est sur 6 caractères. Les 2 premiers, c'est ce qu'on appelle la catégorie majeure de diagnostic. Par exemple, là, on va avoir le CMD 04 pour ce qui va être les infections respiratoires. Vous allez avoir ensuite une lettre pour préciser si c'est un séjour plutôt chirurgical ou médical. Ensuite, deux chiffres pour préciser un petit peu plus le type de séjour. Et enfin, vous allez avoir la complexité du séjour qui se code de 1 à 4 et donc qui va vraiment être dépendante du niveau de sévérité du patient pendant son séjour. Et donc, ce GHM, une fois qu'on a ce code-là, maintenant, ce qui va nous intéresser derrière, ça va être quelle va être la rémunération de l'hôpital. Et donc, le GHM va être associé à ce qu'on appelle un groupe homogène de séjour, donc un GHS. Et donc, chaque GHS, en fait, ça va être le tarif qui va être associé au GHM. Et donc, ça va être le tarif qui va être remboursé par l'assurance maladie pour le séjour du patient. Alors, on a une petite subtilité pour les hospitalisations de jour. Quand vous allez avoir une hospitalisation de jour, donc le patient qui vient moins d'une journée à l'hôpital, le GHS, donc, dont on vient de parler, qui va permettre la rémunération du séjour, peut être de 2 types. C'est-à-dire que soit ça peut être un GHS plein ou un GHS intermédiaire. GHS intermédiaire, ça veut juste dire que le tarif du GHS, il est diminué, il est intermédiaire par rapport au plein. Et donc, pour savoir comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est un plein ou un intermédiaire, vous avez une circulaire qui s'appelle la circulaire gradation qui a été publiée par le ministère et donc qui va permettre de préciser quels sont les cadres et les contextes qui permettent de facturer un GHS plein ou un GHS intermédiaire pour une hospitalisation de jour. Alors, je ne rentre pas trop dans les détails, mais par exemple, si vous avez un geste d'anesthésie qui a été fait ou un médicament de la réserve hospitalière qui a été fait, vous allez pouvoir facturer un GHS plein. Et sinon, ça va être dépendant du nombre d'interventions, c'est-à-dire le nombre d'actes et de professionnels que le patient a pu voir. Si vous en avez au moins 3, vous allez pouvoir facturer un GHS intermédiaire. Et si vous en avez plus de 4, vous allez pouvoir facturer un GHS plein. Pour les actes, alors je ne rentre pas trop dans le détail, je l'ai déjà un petit peu précisé tout à l'heure, quand le patient vient pour un acte ou une consultation, en fait, les actes sont répartis dans différentes classifications. Donc, vous avez la nomenclature générale des actes professionnels pour tout ce qui va être la consultation, la biologie, les soins infirmiers. Vous allez avoir la classification commune des actes médicaux pour tout ce qui va être plutôt de l'imagerie, tous les actes chirurgicaux. Et donc, en fait, dans ces différentes classifications, vous allez à chaque fois avoir l'acte, son code, et le tarif qui est associé. Donc, quand le patient va venir dans le cadre juste d'un examen ou d'une consultation à l'hôpital, vous allez pouvoir facturer ce tarif-là à l'assurance maladie. Maintenant qu'on a un petit peu parlé donc, du financement des séjours, un autre volet qui va aussi particulièrement nous intéresser, c'est savoir comment sont financés les produits de santé à l'hôpital. Et donc, un produit de santé hospitalier, un produit de santé à l'hôpital, il va pouvoir être financé de 3 manières différentes. La première, soit c'est un médicament qui fait partie de ce qu'on appelle la liste en sus. Donc, globalement, ça va être des médicaments qui sont des médicaments et des dispositifs médicaux qui sont très onéreux. Et donc, en fait, à chaque fois que l'hôpital va utiliser ce dispositif ou ce médicament, l'assurance maladie va rembourser le médicament directement. C'est-à-dire que ce n'est pas l'hôpital qui va payer le médicament avec son séjour, c'est vraiment l'hôpital l'utilise, il envoie presque la facture à l'assurance maladie et l'assurance maladie rembourse directement. Vous avez aussi ce qu'on appelle les médicaments qui, eux, ne vont pas être inscrits sur la liste en sus, mais ils vont être inscrits sur la liste des médicaments agréés aux collectivités. Globalement, c'est des médicaments et des dispositifs médicaux qui, globalement, dès qu'ils vont être utilisés, en fait, à l'hôpital, ça va être l'hôpital qui va les payer, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des médicaments qui vont rentrer dans le coût des séjours. Typiquement, un antibiotique, l'hôpital utilise un antibiotique pour le patient, ce médicament-là, entre guillemets, fera partie des coûts du séjour et ne sera pas rémunéré en plus par l'assurance maladie. Et vous avez une dernière liste qui est un peu plus particulière, qu'on appelle la liste de rétrocession. Globalement, pour faire simple, c'est des médicaments qui sont délivrés par la pharmacie de l'hôpital
à des patients qui ne sont pas hospitalisés. Donc, plutôt que le patient, plutôt que d'aller en pharmacie de ville, il va aller dans la pharmacie à usage intérieur, donc la pharmacie de l'hôpital. Et donc ça, c'est pour des médicaments un peu plus particuliers qui peuvent avoir des contraintes de distribution ou de dispensation particulières, ou alors si vous avez besoin d'un suivi de délivrance particulier. Par exemple, des médicaments, notamment des médicaments contre le VIH ou certains médicaments orphelins, voilà, qui sont assez spécifiques et donc du coup qui sont inscrits sur cette liste de rétrocession hospitalière. Et donc, dernier focus sur l'inscription sur la liste en sus, dont j'ai parlé un tout petit peu au début. Donc, vraiment des médicaments qui sont remboursés, inscrits sur cette liste-là et qui sont donc directement remboursés par l'assurance maladie. C'est pas si simple de faire partie de cette liste. Il faut remplir quand même quelques critères. Le premier, c'est que déjà, il faut être un médicament majoritairement utilisé à l'hôpital ou si vous êtes un dispositif médical, d'avoir un dispositif médical qui est implantable ou invasif. Il faut que ce soit un médicament qui coûte cher, qu'il ne soit pas utilisé dans tous les séjours à chaque fois. Et il faut aussi qu'il ait un ASMR ou un ASA qui soit compris entre 1 et 4. Ou alors, s'il a un ASMR qui est de 5, il faut qu'il ait un comparateur pertinent qui soit inscrit sur la liste en sus. Et je passe la parole à Thomas pour les défis liés au financement. Bonjour à tous. Du coup, par rapport à ce que Nicolas a présenté sur le financement hospitalier, il y a certaines problématiques qui peuvent apparaître et c'est à ce moment-là qu'une modélisation peut être utile pour apporter des réponses. La première est la radiation d'un produit de Listensus, donc un produit qui était auparavant financé entièrement sur Listensus devient intra-GHS et n'a plus de financement. De la même façon, ça peut être également un nouveau produit qui n'aurait pas eu accès à la Listensus et donc qui doit être pris en charge intra-GHS. Et la question pour l'hôpital est est-ce que les revenus permettent de prendre en charge ce produit. Également des modifications de prise en charge qui peuvent apparaître, donc soit des hospitalisations complètes qui peuvent devenir des hospitalisations de jour ou bien un transfert vers plutôt des actes et les consultations externes. Donc mesurer l'impact de ces modifications organisationnelles. Potentiellement des investissements, que ce soit pour des machines, des matériels, ça peut être des investissements au niveau de la structure de l'établissement ou bien seulement l'achat d'un nouvel appareil potentiellement et donc mesurer si cet investissement peut être financé via les modes de financement. Et de façon générale, tout produit qui peut arriver sur le marché qui peut impacter la gestion hospitalière. Donc, notamment tout ce qui va concerner les dispositifs médicaux qui, un peu par essence, ont toujours un impact organisationnel sur la prise en charge et le parcours du patient. Et dans l'ensemble de ces différentes problématiques, avoir la possibilité de comparer les scénarios, donc soit de faire un avant-après, soit de voir l'impact sur l'ensemble de ces critères de personnel ou bien d'économie de la mise en place de cette nouvelle stratégie, ce nouveau parcours. Donc, pour construire ce modèle, donc l'objectif, c'est potentiellement donc, de fournir une aide à la prise de décision pour les hospitaliers, donc soit sur un investissement ou bien sur une méthode de prise en charge, d'optimiser ses ressources en apportant des indicateurs sur le personnel en fonction des parcours, donc le personnel qui serait mobilisé, est-ce qu'il y a un impact sur ces ressources, et également les analyses des impacts financiers, donc avec une comparaison d'un parcours et à un autre, des revenus et des coûts dans chacun des parcours. La création du modèle, elle passe donc déjà par la définition de paramètres d'entrée, sur lesquels je reviendrai juste après, et ensuite une modélisation du parcours, où on va préciser pour chaque étape, pour chaque hospitalisation potentiellement, pour chaque consultation, quels vont être les actes qui vont être réalisés, quel vont être le personnel qui va être impliqué, quels vont être les consommables, les dispositifs, les médicaments qui vont être utilisés, afin de vraiment préciser tout ce qui va se passer dans chaque étape du parcours. Cette modélisation, elle permet ensuite d'avoir un résultat d'une modélisation, donc qui peut être pris en tant que tel, ou bien qui peut être optimisé en fonction d'ajustements qu'on peut faire sur le parcours. Sur les paramètres d'entrée qui sont évoqués, c'est donc tout ce qui va être utilisé dans le modèle. Donc, la première étape, c'est la définition des coûts et des ressources, donc le personnel qu'on a dans l'établissement, les coûts qui sont associés avec les salaires notamment, tout ce qui va être utilisé tout le long du parcours avec les molécules, les dispositifs médicaux, les consommables, etc.
le matériel et les investissements qui sont potentiellement nécessaires. Donc, on a des sources de coûts qui peuvent être utilisées donc, via le PMSI, l'ENC, donc, qui est l'échantillon national des coûts, qui permet d'avoir le coût réel pour chaque GHS dans un échantillon d'établissement hospitalier. Ensuite, on va définir les revenus de l'hôpital, donc via tous les mécanismes que Nicolas a évoqués, avec les GHS, les actes et les produits de Listensus. Et les actes et les séjours, donc dans chaque acte, on va préciser le temps personnel impliqué. Donc par exemple, voilà, une prise de sang, il va y avoir tant de temps d'un infirmier qui va être mobilisé, des consommables éventuels, donc ça peut être du petit matériel ou bien des consommables plus onéreux. Et les produits, médicaments, dispositifs médicaux utilisés, qu'ils soient sur Listensus ou non, et potentiellement des coûts annexes qui seraient attribuables, et donc basés sur l'ENC notamment, avec des frais d'entretien, de maintenance, etc. Et également un volet d'activité qui est lié à la capacité à l'établissement d'accueillir un certain nombre de patients en fonction de ses horaires d'ouverture et également du nombre de lits et de son personnel. Donc, pour tous ces critères, on a développé chez EVA un outil de modélisation, donc comme Alexandre disait, toujours sur cet esprit basé sur la visualisation, afin de modéliser ces parcours de soins et de fournir justement des réponses potentielles à toutes les problématiques qui peuvent intervenir sur le parcours. Donc, je vous propose de vous montrer un petit peu une présentation de comment ça peut s'orchestrer et quelles sont les possibilités. Donc, c'est une... Donc, vous avez ici, par exemple, une simulation qui peut être éditée afin de modéliser ces différents parcours avec une partie de variables d'entrée, donc qui reprend les éléments que j'ai cités précédemment, avec donc l'activité où on va pouvoir définir un planning de service avec un nombre de lits, des horaires d'ouverture, etc. Une période d'ouverture du service dans l'année, et également le statut du centre qui peut être public ou privé et qui va avoir un impact sur justement la rémunération des actes ou non, ou bien uniquement par les GHS. On va avoir tout cet aspect personnel qui va nous permettre de définir tout le personnel qui va être impliqué sur l'ensemble du parcours. Le fait qu'ils soient intervenants GHM, donc c'est en référence à la circulaire gradation que Nicolas a évoquée sur la possibilité de passer d'un GHS intermédiaire à un GHS plein. Des tarifs de consultation s'ils peuvent facturer une consultation, également le salaire qui va permettre d'avoir les coûts pour l'établissement pour le personnel, ainsi que les effectifs qui vont servir notamment à la capacité de traitement des patients. L'ensemble des produits du parcours, avec un coût de produit, des doses potentiellement qu'on peut faire avec un même produit. Donc, si on a par exemple des flacons et plusieurs doses qui sont faisables, et la notion s'ils sont pris en charge sur Listensus ou bien non, et donc financés en intra-GHS. L'ensemble de matériel qui va être utilisé, donc avec un coût unitaire et puis une durée d'amortissement, avec deux possibilités de prise en compte justement de ces investissements, qui est soit un pourcentage qu'on va attribuer à l'activité, donc 10% du temps l'IRM est utilisé dans ce parcours, ou bien seulement considérer un coût horaire en fonction de l'utilisation sur l'année de la machine et son coût unitaire, où on va pouvoir dire voilà, une heure d'occupation de l'appareil à tel coût pour l'établissement. Ensuite, l'ensemble des actes, donc c'est à cette étape-là qu'on peut définir tout ce qui va se passer dans un même acte, qui va lui-même être dans une étape du parcours, avec donc par exemple ici un premier acte où on pourra définir l'ensemble de ce qui va être consommé en termes de produits. Donc on peut ajouter des molécules qui vont être utilisées lors de cet acte, potentiellement du matériel. Donc s'il y a un acte de scanner, donc ici le coût à 0 parce qu'on a choisi de faire une utilisation en pourcentage de l'activité, et du personnel. Donc là par exemple on a un manipulateur radio qui va être nécessaire pour le scanner. On a donc ces actes qui sont définis. On a ici pour le parcours fait deux
deux postulats pour comparaison. Le premier avec un acte qui est une opération classique avec voilà, du temps, chirurgien, anesthésiste, etc. Et un autre acte fictif qui serait avec, par exemple, l'ajout d'un bras chirurgical. Donc, dans cet ajout, on a des temps qui sont réduits de personnel, mais en compensation, on a aussi du consommable pour le bras et puis également le matériel qui est pris en compte. Et enfin, des coûts pour la nuit en fonction de la durée de séjour qui sera réalisée durant l'hospitalisation. Dans la dernière partie des variables d'entrée, on a tout ce qui va concerner du coup les revenus de l'établissement, que ce soit par rapport au GHS ou aux actes, où on va pouvoir définir en amont l'ensemble des tarifs publics, privés, les GHS intermédiaires et pleins, et également les coûts, donc c'est ces coûts-là qui étaient évoqués basés sur l'ENC, qui vont concerner les coûts indirects, donc qui ne sont pas forcément mis dans le parcours, mais qui sont tout de même des coûts qui sont liés à l'hospitalisation, avec par exemple accueil et gestion des malades, entretien, maintenance, etc. Une fois que tous ces paramètres d'entrée sont définis, ils peuvent être définis soit via le PMSI en regardant justement le parcours des patients et en ayant une idée très concrète de quel est le parcours des patients, soit il peut être fait aussi via des experts qui vont décrire précisément ce qu'ils réalisent dans l'établissement. On peut définir un parcours, donc en première étape, un parcours qui va être un petit peu un parcours type, où pour chaque étape, on pourra définir par exemple une première hospitalisation, ou 100%, donc on définit ici une file active de 50 patients. Et là, on a donc 100% des patients qui vont entrer dans cette première étape, qui va être une hospitalisation de jour avec un acte d'injection, enfin avec un GHS d'injection. Donc dans cette hospitalisation, on aura un acte d'injection et puis du personnel qui serait impliqué après. Donc ici, on a un GHS, une deuxième étape qui correspond à la même chose, avec ici un GHS intermédiaire. Et justement, par rapport à la circulaire gradation, c'est potentiellement des ajustements qui peuvent être faits si on a un temps supplémentaire, par exemple, d'un autre intervenant. On peut changer avec un GHS plein, qui a donc un impact aussi sur les coûts et sur les revenus. Enfin, dans cet exemple, en troisième hospitalisation, on a par exemple voilà, la chirurgie, qui est la méthode du coup dans le parcours 1, la méthode conventionnelle avec une préparation, l'opération, et potentiellement 50% des patients qui vont faire une surveillance après. Donc ici, on a mis 50% dans cette hospitalisation qui vont rester pour la surveillance, mais les 50 autres % patients, on peut les mettre dans une autre hospitalisation, par exemple, qui, eux, donc, vont faire la surveillance dans un autre séjour, une hospitalisation de jour. Donc, l'ensemble de ces paramètres est totalement modifiable et le but est de pouvoir l'adapter avec chaque établissement en fonction de ses propres pratiques. Donc, voilà, sur le nombre de nuits, sur potentiellement des actes qui sont réalisés différemment. Et là, dans cet exemple, on a fait juste un autre parcours qui est basé sur le même parcours, excepté cette troisième hospitalisation, qui est donc cette fois-ci avec un bras chirurgical et donc avec des actes et du personnel qui va un petit peu varier. Donc, l'ensemble de ces parcours nous permet d'avoir les résultats qui nous intéressent sur cette activité. Donc, ici, on est juste en présentation des deux parcours différents. On considère qu'on a 50% des patients qui vont faire le parcours 1 et 50% qui vont faire le parcours 2, par exemple. On va avoir tout l'aspect financier qui va être présenté, avec donc les revenus pour l'établissement et toutes les dépenses, donc sur l'ensemble du parcours, avec le personnel, les produits, et également le détail de tous ces revenus et toutes ces dépenses. Donc ici, par exemple, au personnel, on aura le détail de chaque personnel qui intervient. On a donc les coûts, mais également le temps qui est attribué au personnel en comparant le parcours 1 et le parcours 2, et pour identifier l'impact justement de ce changement de parcours. Et tout ce qui va concerner l'amortissement, donc sur justement les investissements qui auront pu être faits en amont, ce qui permet de voir au bout de combien de temps on peut avoir un retour sur ces investissements pour l'établissement. C'est quelque chose qui est parfois important pour aussi la direction de l'établissement pour savoir si voilà, un réaménagement même qui peut être très fonctionnel de l'établissement peut être soutenable.
Donc, à chaque fois, on peut mesurer aussi l'impact. On évoquait justement la rémunération publique-privée auparavant. Dans le cas du privé, on aurait ici une différence sur les parcours où on a justement des actes, une partie de la rémunération qui serait liée aux actes pour le personnel qui ne serait pas salarié de l'établissement. Donc, ça permet aussi de, voilà, en fonction de l'établissement en face. Et également, si on s'adresse uniquement à l'établissement privé qui ne veut pas avoir la part salariée, on a des possibilités d'exclure justement cette partie acte et se focaliser uniquement sur les coûts et les revenus qui sont liés à l'établissement. On a également le détail par parcours et pour chaque étape afin de visualiser si justement une étape est totalement déficitaire et pourquoi. Est-ce que c'est par rapport justement à un produit de Licensus ou non, et de voir à chaque fois, pour chaque étape, du coup, les coûts et les revenus qui y sont liés. Donc l'impact potentiellement d'un produit qui serait mis en intra-GHS, elle peut se mesurer très facilement ici. Si la molécule 1, voilà, on l'enlève, elle passe en intra-GHS, quel est l'impact sur une hospitalisation? Parfait. Oui. Donc maintenant, on va vous faire quelques illustrations par rapport à ce que Thomas vient de vous présenter, hein, typiquement dans quel type de cas et quel exemple est-ce qu'on pourrait utiliser ce genre de modèle. Donc par exemple, le premier exemple qu'on pourrait avoir, c'est un nouveau produit qui arrive sur le marché et qui du coup va avoir un impact sur l'établissement parce que soit il va falloir mettre en place un nouveau parcours de soins ou alors il va falloir modifier un parcours de soins existant. Et donc, on va pouvoir se poser la question de finalement quel va être l'impact, donc déjà d'un point de vue d'organisation et puis d'un point de vue économique sur l'apparition et sur l'utilisation de ce nouveau produit de santé dans un parcours de soins. Donc, typiquement, des questions, quel pourrait être le coût de la mise en place du parcours de soins pour un établissement? Est-ce que c'est un parcours de soins qui est soutenable pour l'établissement? Est-ce qu'il y a une rentabilité qui se dégage? Et puis aussi, un peu plus organisationnel, hein, est-ce qu'on aurait besoin de personnel en plus pour mettre en place la nouvelle thérapie? Est-ce qu'on va avoir un surcroît de TP? Est-ce un surcroît de temps pour ce personnel? Est-ce qu'on va avoir besoin d'embaucher ou pas? Et donc, typiquement, la modélisation permet de définir différents parcours et par exemple de voir, de comparer un parcours 1, par exemple sans le produit, avec un parcours avec un parcours 2 avec le produit, et donc de comparer les coûts, les revenus, et de se dire finalement, si j'utilise le nouveau produit dans mon service, finalement, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que j'ai des coûts en plus ou pas? Autre exemple, hein, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure sur la liste en sus, globalement, si votre produit il est inscrit sur la liste en sus, ça veut dire qu'il est directement remboursé par l'assurance maladie. Si, en revanche, il est radié et qu'il est décidé qu'en fait, le produit, maintenant, il n'est plus inscrit sur la liste en sus, du coup, ça veut dire que c'est l'établissement qui va devoir payer pour ce produit-là. Et donc, il va devoir intégrer le prix de ce produit-là dans ses coûts. Et donc, finalement, on peut se poser la question de savoir comment valoriser un médicament ou un dispositif quand son prix va être intégré dans le tarif du GHS. Donc là, il peut y avoir vraiment beaucoup de questions qui se dégagent. Dans un premier temps, est-ce que le fait d'intégrer le prix, c'est soutenable pour un établissement? Finalement, combien est-ce que ça va coûter? Est-ce qu'un parcours de soins, une hospitalisation, combien ça va coûter en plus si j'intègre le prix de mon dispositif dans le séjour? Et ensuite, comment est-ce que je peux essayer d'ajuster mon parcours? Comment est-ce que je peux essayer de valoriser l'utilisation de ce produit? Donc, tout ça, en fait, en faisant un modèle, typiquement, on peut comparer un parcours avec un prix sur la liste en sus versus un prix dans le GHS, et puis de comparer un petit peu le niveau de dépenses, les recettes, savoir si on s'y retrouve, si on s'y retrouve pas, et puis comment essayer d'un petit peu optimiser le parcours de soins. Sur l'aspect impact organisationnel, donc c'est ce qui a été évoqué sur quel est l'impact au niveau du temps sur la mise en place d'un nouveau parcours. Ça peut être une diminution si on diminue la durée moyenne de séjour et on oriente les patients autrement. Et donc mesurer cette disponibilité du personnel qui peut être ajoutée, ou bien également aussi l'aspect financier forcément qui est lié à cette diminution potentiellement de temps personnel.
Et enfin, donc, la problématique qui a été évoquée sur le retour sur investissement, c'est ce qui a été présenté avec justement le calcul du point mort. C'est quantifier au bout de combien de temps on peut avoir un retour sur potentiellement l'investissement du bras chirurgical ou bien la mise en place de nouveaux équipements. Voilà, donc on arrive au bout de cette présentation. Merci pour votre présence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a encore un petit moment pour y répondre. On avait déjà, je crois, certaines questions dans le chat, et notamment comment est-ce qu'on faisait pour gérer si on avait un décalage entre le coût obtenu dans l'ENC versus le coût réel sur l'année considérée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand on construit ce genre de modèle, donc, on peut utiliser les coûts de l'ENC par défaut si vous voulez savoir, par exemple, d'avoir un coût pour chaque séjour, un petit peu un coût standard, du coup, par exemple, de restauration, les frais administratifs, différents types de frais. C'est vrai que l'ENC, il n'est pas mis à jour très régulièrement. Là, les dernières données qu'on a, c'est des données de 2021, donc forcément, il peut y avoir un petit décalage sur les coûts. Après, en général, déjà, c'est des modèles qu'on construit souvent avec la présence d'experts qui permettent souvent, on organise en fait des comités scientifiques où on rediscute un petit peu de ces différents coûts, des différents paramètres. Ça permet de les réévaluer, de savoir si oui ou non il faut augmenter, ajuster, diminuer. Et puis en général, quand on utilise derrière le modèle, c'est des paramètres qui restent éditables. Donc, en fait, quand on veut faire les simulations, on peut toujours se dire « Ah ben non, mais si j'ai envie de changer, parce que finalement, je considère que le coût qui est indiqué n'est pas tout à fait suffisant pour moi, ou je préfère l'augmenter, le diminuer », c'est toujours faisable après, au fur et à mesure dans le modèle. Donc, en fait, tous les coûts, soit peuvent vraiment être définis après par défaut, hein, soit sinon, en général, on peut laisser des champs un petit peu éditables et ajustables pour pouvoir essayer d'avoir une simulation qui soit la plus représentative possible. Et sur ce point, on avait également une autre approche. Donc, comme le dit Nico, ça peut être soit basé sur l'UNC, soit on peut, de toute façon, tout est modifiable et gérable avec l'établissement. Certains directeurs hospitaliers considèrent en fait qu'il y a dans les GHS 25% qui sont dédiés aux frais annexes. Donc, c'est quelque chose qui peut aussi être pris en compte de cette façon. Et sans pour détourner l'ENC, mais dans tous les cas, c'est modifiable, c'est utilisable normalement ou bien ajustable en fonction des établissements et potentiellement de services différents. Alors, il y a une nouvelle question. Sous quelle forme de résultats de ces études peuvent être intégrés dans un dossier HAS-CEPS? Comment les résultats sont-ils évalués et retenus? Alors, l'avantage, en fait, donc là, on n'est plus sur la perspective hospitalière. Par contre, si on regarde justement que les revenus de l'établissement, on est sur une perspective assurance maladie, et c'est potentiellement la modélisation qui va intéresser les autorités, donc uniquement cet aspect assurantiel. L'avantage est aussi pour la HAS qu'on peut inclure de nombreux arguments autres. Justement sur l'impact organisationnel, on a présenté donc l'impact sur le personnel, sur les coûts. Potentiellement, on peut aussi inclure la durée moyenne de séjour, qui est du coup un des facteurs qui montre un impact organisationnel dans les dossiers HAS pour les dispositifs médicaux, par exemple. Donc, ça peut être de nombreux facteurs qui peuvent être rajoutés dans la simulation. On n'est pas obligé de rester uniquement sur du temps personnel, sur du prix. Voilà. Et c'est donc des choses qui peuvent être intégrées dans des simulations pour la HAS ou pour le CEPS sur cette perspective-là. La perspective donc de coût réel hospitalière est plus liée aux hôpitaux et c'est plus quelque chose justement qui va nécessiter de voir avec eux comment l'adapter. Mais tout ce qui va être revenu ou d'autres éléments peut être utilisé, modélisé pour des dossiers. On a aussi une autre question en dehors donc, des établissements hospitaliers. Est-ce qu'on voit d'autres utilisateurs potentiels de cet outil et dans quel cadre? Là, c'est vrai qu'on a fait un focus qui est assez hospitalier, mais on peut tout à fait imaginer d'utiliser le modèle de manière beaucoup plus large. Déjà, en dehors du système hospitalier, d'utiliser aussi sur tout ce qui peut être fait en ville, donc d'optimiser les parcours de soins qui peuvent être faits en ville, la prise en charge des patients, que ce soit via dans les cabinets, de pouvoir un petit peu élargir de manière pouvoir élargir à la prise en charge hospitalière, à la prise en charge en ville, qui a après des enjeux un petit peu différents, hein, mais c'est tout à fait possible. Et puis après, ça peut être même de manière beaucoup plus large, beaucoup d'autres types
besoin finalement. Dès qu'il y a un besoin de modéliser un impact, que ce soit un impact qu'on veut mesurer un coût ou finalement une évolution de l'organisation et l'impact sur une organisation, ça peut vraiment être tout type de modèle à partir du moment où on se pose la question de savoir, tiens, est-ce que j'ai un impact économique? Est-ce que j'ai un impact organisationnel? Est-ce que je peux optimiser, améliorer, mieux gérer ce parcours ou cette problématique-là? Et à partir de ça, ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres sujets. Je ne sais pas si Thomas, tu veux compléter, mais... Oui, ça peut être potentiellement des laboratoires d'analyse, des cabinets libéraux qui auraient des investissements ou qui voudraient juste changer leur organisation. C'est des choses qui peuvent être modélisables de la même façon. Donc, l'avantage, c'est justement qu'on développe cet outil et qu'il est extrêmement flexible pour s'adapter à des problématiques différentes, que ce soit sur le public visé, sur donc les variables d'entrée qu'on veut mettre, et puis aussi ce qu'on veut mettre en évidence après dans les sorties. Très bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. On vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions ou des besoins, n'hésitez pas. On reste disponible avec Thomas pour en discuter. Merci beaucoup à tous. Merci.